quel genre d'enfant j'étais. Il y aurait beaucoup à dire. Une enfant compliquée, introvertie, incomprise. Et j'intériorisais énormément. Dans le sens où je n'osais pas trop partager mes émotions. J'étais une enfant compliquée parce qu'en fait, j'étais en retard. J'ai toujours été en retard. J'ai eu le bac à 21 ans. Enfin, j'ai toujours pris mon temps, en fait. Et j'ai redoublé mon CP. J'avais horreur de l'école, mais horreur de ça. J'avais une phobie scolaire dès mon premier jour à la maternelle. Ça a commencé comme ça. Je ne supportais pas de laisser ma mère, donc syndrome d'abandon et donc d'attachement à ma mère terrible. Et à tel point qu'elle me tirait pour m'amener à l'école. Je hurlais, je m'accrochais à tout ce qui passait. En fait, c'était horrible, horrible, horrible. Et en fait, arrivé au CP, j'ai redoublé mon CP. Et au printemps du deuxième CP, je savais toujours ni lire ni écrire. Donc là, le cadre scolaire a commencé à se poser des questions, se dire attendez, là, elle a peut-être un problème, elle a tardé. Donc du coup, ils m'ont fait passer des tests avec un psychologue et là, la douance est sortie. Voilà, j'étais atteinte de douance. Je dis bien être atteinte de douance parce que je l'ai vécu vraiment comme une maladie. Et en plus, j'étais dyslexique. Donc ce qui rajoutait, et j'étais pas du tout faite pour ce système scolaire avec ses cadres, avec toutes cette façon qu'ils avaient de nous apprendre les choses était beaucoup trop... c'était pas du tout dans ma logique en fait. C'était beaucoup trop dans des règles, dans des cadres, des choses à respecter, des règles à appliquer, des choses comme ça. Et moi, c'était plus au niveau sensitif, je fonctionnais pas comme ça. Cette logique-là, c'était pas la mienne. Donc du coup, j'aurais plus dû aller dans une école Steiner ou Montessori, chose qui n'était pas trop possible à ce moment-là. Donc du coup, j'ai continué mon cursus dans un cursus normal, on va dire, voilà, de l'éducation nationale normale. Et ça a été une catastrophe. Donc toujours dernière de la classe, le désespoir des profs qui voyaient mes capacités mais qui n'arrivaient pas à les révéler. Donc bon, ça a été terrible pour mes parents, terrible pour moi. Je garde un très mauvais souvenir de toute ma scolarité, du CP à la terminale. J'ai quand même été jusqu'à la terminale, donc j'ai quand même passé mon bac, comme je disais, à 21 ans, après avoir redoublé une kyrielle de classe. Et j'ai été renvoyée aussi en première, mais définitivement d'un établissement, parce que là, carrément, j'étais non seulement un cancre, mais en plus, je perturbais les cours, on va dire ça comme ça. Donc oui, en fait, j'ai vécu un syndrome de rejet. J'ai été rejetée tout le temps, toute ma scolarité, parce que j'étais perçue comme étant différente. Et je me ressentais différente. Tout ce qui intéressait les autres ne m'intéressait pas. Donc j'écoutais les cours à moitié, j'étais toujours au fond de la classe en train à côté du radiateur et à côté de la fenêtre. Et je regardais toujours dehors, je dessinais, j'écoutais rien. Pour moi, ça ne m'intéressait pas. C'était l'école des perroquets. Voilà. Moi, j'avais besoin de réflexion, j'avais besoin de comprendre ce qu'on m'expliquait. Je ressentais que dans des choses, notamment au niveau de l'histoire, je ressentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait justes. Enfin bon, comme si inconsciemment, je ne voulais pas entrer dans un certain cadre de croyance pour ne pas avoir à le casser derrière, en fait. Je ne me suis pas laissée manipuler. Et toute ma vie, ça a été ça. J'ai été une rebelle, j'ai été une révolutionnaire, on va dire, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne me suis jamais laissée faire. Un caractère très compliqué à gérer. Donc, pas caractériel, mais je savais ce que je voulais. Donc, du coup, enfant, ça a été assez compliqué à gérer aussi à ce niveau-là. Voilà. J'ai vécu un trauma quand j'avais 5 ans, c'est-à-dire que ma mère devait avoir un bébé. En fait, je devais avoir une sœur, je suis enfant unique, qui est décédée à la naissance. Et ça a été En fait, la cellule familiale a explosé à ce moment-là et elle ne s'est jamais reconstruite derrière. Donc ma vie a basculé à ce moment-là. Et quand on dit qu'on vit nos blessures profondes entre 0 et 5 ans, effectivement, là, j'ai vécu une blessure profonde qui m'a marquée pour toute ma vie. Parce que derrière, la relation que j'ai eue avec mes parents n'était plus du tout la même. Et résultat, ça a créé des manques affectifs, des incompréhensions. On m'avait caché la grossesse de ma mère aussi, donc je me suis sentie trahie. Enfin, ça a été très compliqué à gérer de mon côté. Et en plus, étant une enfant introvertie, je ne parlais pas, je ne disais rien, je ne posais pas de questions. J'étais dans ma bulle avec mes animaux. Déjà à l'époque, j'en avais beaucoup, qui m'ont beaucoup aidée et je reportais tout sur eux. Voilà. Ça a été, je reconnais que j'ai fait beaucoup de transferts dans ma vie avec les animaux, ça c'est vrai. Et ça a commencé dès le plus jeune âge.
Voilà, bon après je ne pense pas qu'il y ait de jugement à poser là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça péjoratif, c'est vrai, qui portent un jugement négatif là-dessus. Quand ça arrive, moi je trouve qu'il n'y a pas de jugement à porter quand je suis pas la seule à l'avoir fait, je veux dire, on est nombreux à le faire parce qu'il y a eu des fractures sociales dans ma vie, il y a eu, je suis pas la seule à l'avoir vécu et à avoir fait ça avec les animaux. Et je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose de très sain. Il n'y a pas de jugement à porter de négatif à ça parce que moi, à un moment donné, je me suis retrouvée à la fin de mon adolescence avec une nouvelle fracture sociale qui a été très compliquée à gérer, liée à mes études. Et heureusement qu'il y a eu les animaux, parce qu'il n'y aurait pas eu les animaux à ce moment-là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir le choix entre le suicide, la drogue, je sais pas, ou alors la folie, j'en sais rien, ou décompenser dans une psychopathologie quelconque et être internée, parce que vraiment j'ai vécu quelque chose de très violent à ce moment-là qui est venu taper sur mes blessures profondes et qui a été vécu de ma part comme une très grande injustice. C'était en droit et ensuite aux beaux-arts. Je me suis quand même fait renvoyer des beaux-arts, ce qui est très très rare, mais voilà, et sans raison. Je veux dire, ça a été injustifié. J'ai reçu une lettre du directeur qui me conseillait de ne pas me représenter l'année suivante. Et mes parents n'ont pas bougé. J'ai pas été renvoyée du droit, de la faculté de droit, non, mais j'ai vécu une injustice aussi forte en droit alors que j'étais une des meilleures, comme aux Beaux-Arts, je faisais partie des meilleures. Donc, allez comprendre, des fois quand la vie veut pas, on peut pas aller contre son destin, sauf que à ce moment-là, moi, j'étais pas dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui pour analyser la situation. Donc je l'ai vécu vraiment comme quelque chose de très, très injuste et puis à la fois d'une incompréhension totale, de me dire c'est une malédiction, c'est quoi. Et en fait, bon, je crois que ma voix n'était pas là, quelque part. Donc c'est vrai que ça m'a aussi après fait comprendre que la volonté du mental n'est pas forcément... Enfin, ce que veut le mental n'est pas forcément bon pour nous. Voilà. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Ce qui m'a valu 10 ans d'antidépresseurs, 10 ans de psychanalyse, voilà, pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau. Et c'est là que les animaux, en fait, sont vraiment entrés dans ma vie par la grande porte, on va dire, ils y étaient déjà. Mais là, ils sont arrivés en masse. C'est-à-dire que je me suis lancée dans l'élevage de chiens et j'ai commencé à créer cet élevage avec des chiens que je suis partie chercher des lignées sélectionnées en Suède, en Angleterre. Et j'ai créé, sans le savoir, ma famille donc, de chiens. Et qui est restée toute ma vie, ma famille. Et j'ai fait mon transfert à 2000% avec mes chiens. Et en fait, ce sont eux qui m'ont permis de relever la tête. Je m'en suis pas forcément aperçue sur le moment parce que j'étais toujours dans mon échec. Et pour moi, c'était aussi une voie de garage, quelque part, l'élevage de chiens. Et ma famille me ramenait ça. Me disait que je me gâchais là-dedans, que ça ne me mènerait à rien, que financièrement je ne m'en sortirais jamais, enfin que des projections négatives. Résultat, à force, surtout quand on est issu d'une famille où il n'y a que des gens diplômés et qu'on n'a aucun diplôme à part son bac et qu'on fait ça, c'est vrai qu'à force on finit par y croire. Donc j'ai dû combattre cette croyance-là aussi et voilà. Je devais avoir 6 ou 7 ans, c'était dans la propriété de mon grand-père qui élevait des chiens, des épagnols bretons. Et en fait, je n'avais pas le droit, mais il avait un chenil où il y avait une quinzaine d'épagnols. Et je partais dans le chenil sans que personne me voie et je faisais des câlins à tous les chiens qui étaient tous sur moi. Et là, j'étais la plus heureuse du monde. Voilà. Donc, il fermait le chenil à clé, je savais où était la clé. Et un jour, je me suis faite mordre à la lèvre. Et ce qui ne m'a pas empêché d'y retourner derrière, malgré l'interdiction formelle de tout le monde. Et j'ai jamais eu peur des chiens, même après cette morsure-là. Pourtant, elle m'avait attaqué quand même au visage. C'était une chienne qui était qui avait un certain caractère. Mais je me sentais en fait plus à l'aise avec les chiens qu'avec les humains. Et c'est vrai que j'étais plus souvent sous la table avec les chiens, dans la cuisine. Je me souviens chez ma grande-tante qu'à table. J'étais tout le temps dans la panière des chiens sous la table. C'est vrai que quand j'y pense, c'était fou, parce que je me sentais plus à ma place là que sur une chaise. Voilà. Alors je voulais être actrice quand j'étais petite. Oui, après ça, j'y ai pas cru du tout. En plus, bon, vu le contexte familial, c'est vrai que je suis pas du tout issue d'une famille d'artistes. C'était plus des gens ancrés dans la société, cadres, entreprises, voilà.
Donc si en plus j'avais rajouté cette envie-là, j'en ai jamais parlé à personne, parce que là j'allais carrément passer pour encore plus pour une extraterrestre que ce pour quoi je passais déjà. Enfin, donc c'était trop compliqué à expliquer et à dévoiler. Donc je l'ai toujours gardé pour moi. Et après quand même, après mes déboires en droit et aux beaux-arts, pour essayer d'expulser des émotions que j'avais pas réussi à sortir, je me suis inscrite à des cours de théâtre à 23 ans. Et j'en ai fait pendant 2 ans. Et après, ça m'a reprise quand j'avais 34 ans. J'en ai fait pendant 4 ans. Et régulièrement, ça me reprend. Après, j'avais tourné dans 2 films aussi, où j'ai eu un rôle principal dans les 2, voilà, de long métrage. Et c'est vrai que j'adore ça. Ensuite, j'ai appris à écrire des histoires, plus, et à réaliser quelques clips. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, c'est beaucoup plus intéressant de réaliser. Parce que là, on est plus dans la création. Et je préfère être finalement dans la création. J'ai vu la différence entre les deux, et c'est vrai que d'être acteur, on prête sa personne, voilà, à un projet, pour un projet, on est dirigé, on fait pas ce qu'on veut, on peut pas donner son avis. Pour moi, c'était très frustrant. Donc du coup, après, j'ai commencé à monter des petits clips et tout, mais là, je me suis dit, ah, mais là, c'est quand même vachement plus intéressant parce que je fais ce que je veux, je suis mes idées, voilà. Et donc, je trouvais la création beaucoup plus intéressante, oui. Ouais, ouais. Alors, les rapports assez conflictuels, un rapport avec mon père qui était assez conflictuel et qui le sont toujours d'ailleurs, malheureusement. En fait, mon père avait, comme beaucoup de parents, beaucoup de projections sur moi. Il voulait que je sois comme lui, en fait. Donc, je sois cadre dans une entreprise, notamment, pourquoi pas, et surtout la sienne, hein, enfin celle dans laquelle il travaillait. Or, il a très vite compris, il me l'a avoué l'année dernière, que dès mon plus jeune âge, il a compris que je ne serais pas comme tout le monde et que je serais un problème, quelque part, parce que justement, je ne rentrerai pas dans les cadres, dans les cases de la société. Ce que m'ont enseigné mes parents, c'est surtout ils m'ont, sans le faire exprès, en étant comme ils ont été avec moi, ils m'ont appris à me suffire à moi-même et à trouver ma force à l'intérieur. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de soutien, ni de l'un ni de l'autre. Ma mère et mon père étaient toujours très pris par leur travail, donc j'étais une enfant unique, très seule. Donc beaucoup avec ces animaux, et c'est pour ça que je pense que j'en avais beaucoup. Ma chambre d'enfant ressemblait à une animalerie, il y en avait partout. J'avais un élevage de hamsters, enfin bon, déjà à l'époque. Et donc du coup, ne trouvant pas ce soutien psychologique, et étant en plus une enfant HPE, HPI, HPE au potentiel émotionnel, je prenais tout de plein fouet et j'avais pas de piliers sur lesquels me raccrocher pour au moins ne serait-ce qu'en parler, comprendre, enfin trouver une écoute. Du coup, j'étais obligée de me suffire à moi-même et de trouver cette force en moi. Donc, ils m'ont appris à aller chercher cette force en moi inconsciemment. Ils n'ont pas du tout cherché à faire ça chez moi, à me permettre de faire ça. Mais c'est et puis ces épreuves que j'ai eues dans la vie, ces chocs émotionnels que j'ai eus, cette sensation de rejet que j'ai eu toujours de la part des autres quand j'étais à la maternelle, au primaire, au lycée, collège, lycée. Ça m'a suivi, sauf à la fac où ça allait quand même. Mais jusqu'à la terminale, ça a été comme ça. Et donc, du coup, j'ai été obligée, moi, de trouver... voilà, Alors, c'est vrai que on dit qu'il y a des enfants qui ont des personnages imaginaires. Et j'ai eu un personnage, alors je ne sais pas s'il était imaginaire, mais je pense qu'effectivement, déjà, à cette époque-là, j'étais médium. Jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, je me souviens plus si c'était 5 ou 6. Mais j'avais un personnage, un homme, qui me suivait partout. Et je pouvais faire des crises d'hystérie si jamais ma mère fermait une porte et qu'il était derrière et qu'il n'était pas passé. Voilà, je lui racontais ma vie, je rigolais avec lui et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était mon arrière-grand-oncle, en fait, qui était un de mes guides de l'autre côté, qui était avec moi quand j'étais petite pour justement m'aider et me soutenir dans ma solitude. Parce que je faisais beaucoup de crises de spasmophilie, cette espèce de syndrome d'abandon que j'avais et que j'ai toujours plus ou moins, hein, parce que je suis devenue thérapeute entre-temps, et c'est vrai que quand il y a des personnes qui viennent me voir, comme je leur dis, je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous dire que vous allez vous sortir de vos blessures profondes comme si vous ne les aviez jamais vécues. On apprend à vivre avec, on ne les efface pas, ça fait partie de nous, ça nous a construit quelque part, c'est dans notre personnalité. C'est notre histoire, on ne peut pas la renier. Donc on apprend à trouver un équilibre avec ça. Voilà. Mais on ne va pas annuler une blessure. Moi, je fais partie des thérapeutes qui ne croient pas à ça. Pas du tout.
Donc du coup, oui, j'ai dû trouver des moyens de, de me soutenir moi-même. Et donc c'est vrai que ce personnage, est-ce qu'il était imaginaire? Est-ce que c'était effectivement mon arrière-grand-oncle? Je pencherais plutôt pour la deuxième possibilité. Et il se trouve que ce grand-oncle-là, en plus, est décédé 6 mois avant ma naissance. Et que je porte sa chevalière depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Et je ne savais pas à l'époque que c'était lui qui venait me voir quand j'étais enfant. Et elle ne m'a jamais quittée, ça a fait maintenant donc depuis des années, des années, des années. Donc c'est bizarre des fois, c'est le hasard qui n'en est pas. Et des fois trouver une explication et on comprend que ce n'est pas du hasard. J'ai un père qui est pervers narcissique. Donc c'est assez compliqué d'aller poser une valeur qui aurait pu m'enseigner par rapport à ce que j'ai reçu de lui, étant donné que tout ce qu'il m'a renvoyé était du négatif. C'est-à-dire que tous les rêves que je pouvais avoir, il a toujours tout fait pour essayer de me les casser. La relation qu'il avait avec ma mère était très conflictuelle, donc au niveau des valeurs qu'ils auraient pu me transmettre du couple, c'est compliqué à trouver aussi. Après, moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps derrière à sortir de la culpabilité, parce qu'inconsciemment, je pensais que c'était à cause de moi, que ça se passait mal. Donc c'est pour ça aussi que j'ai quand même passé 10 ans à consulter tous les psys de la création, on va dire, que ce soit des psychothérapeutes, psychologues, psychanalystes, psychiatres et tout, pour essayer de comprendre jusqu'au jour où quelqu'un m'a mis le doigt là-dessus en rencontrant mon père, en me disant « Attends, il y a un problème. » Donc voilà, il a mis un mot sur ce problème et là, tout s'est éclairé. Donc les valeurs, je ne sais pas ce qu'un pervers narcissique peut enseigner comme valeur, parce que ça crée un syndrome d'abandon. Ça crée des caractères perfectionnistes. Donc on est dans l'abandon, on est dans la dépendance affective. Ça a été très compliqué à gérer dans ma vie. Le côté perfectionniste a toujours été très compliqué parce qu'on n'est jamais satisfait de soi et de ce qu'on fait. Ça ne va jamais. Et en fait, l'image qu'il m'a projetée de moi toute ma vie, qu'il a projetée sur moi toute ma vie, a fini par s'imprimer et j'ai fini par la refléter parce que j'ai fini par y croire. Donc il faut sortir de ces croyances-là et c'est très compliqué. Parce qu'en plus, faut savoir quand même que quand on a un parent comme ça, les besoins fondamentaux n'ont pas été assouvis. Donc il y a une très forte colère aussi au fond de soi qui a besoin de s'exprimer. Alors quand on me dit le pardon, il faut pardonner, dans tout ce côté New Age, voilà, où tout est extraordinaire dans les épreuves et voilà, il faut apprendre le pardon. Moi, je ne suis pas d'accord à ce niveau-là parce que quand on a eu un parent comme ça, commencer par le pardon, pour moi, c'est ralentir la guérison. Elle n'est pas possible parce qu'on ne peut pas pardonner comme ça. On doit passer par certaines étapes et notamment la reconnaissance de cette colère, l'exprimer, comprendre qu'elle est justifiée. Parce que tant qu'on ne l'exprime pas, déjà elle nous bouffe de l'intérieur. Ça c'est très mauvais, hein. Les colères enfouies, toutes les émotions qui sont refoulées, c'est extrêmement mauvais. C'est vrai qu'on le dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et s'imprime sur le corps. Peut-être on y viendra plus tard, mais j'expliquerai un petit peu, si c'est possible, ce que moi je pense de la maladie et comment je l'aperçois. Parce que pour moi, tout part des émotions et c'est la médecine traditionnelle chinoise qui a entièrement raison. De ce que je ressens moi, c'est que toutes les émotions qu'on n'a pas exprimées s'impriment sur notre corps et au bout d'un moment, on finit par créer des déséquilibres énergétiques. Et peut-être, pourquoi pas, oui, sûrement une maladie. Mais voilà, donc je veux dire, on ne peut pas commencer par le pardon, parce que ça voudrait dire qu'on ne se respecte pas. Donc pour se respecter, il faut déjà commencer à regarder sa colère, comprendre qu'elle est là, l'exprimer, comprendre qu'elle est justifiée, ensuite essayer de se débarrasser donc, de toutes ces scories, apprendre à se détacher de leur jugement, parce que ces parents-là sont vraiment des dictateurs, ils vont dicter la façon de se comporter, de penser, de réfléchir, d'agir, de tout. Donc on n'a pas le droit d'être nous-mêmes. Et si jamais on exprime ce qu'on est, c'est pas bon. Donc du coup, on ne peut pas s'aimer. Et on est dans le rejet de soi, on n'a pas d'estime de soi. Donc c'est déjà apprendre à s'aimer tel qu'on est, aimer nos qualités qui ont toujours été montrées comme des faiblesses. Et tout a été inversé en fait. Donc c'est pas qu'on se construit avec un parent comme ça. Donc les valeurs c'est compliqué de répondre. Comprenez, cette question-là est très compliquée parce que je ne pars pas du principe que quand on a un parent comme ça, on puisse se construire. On ne se construit pas. On est en attente de construction et c'est après quand on comprend qu'on peut commencer à se construire.
Et donc justement, sortir de ce jugement qu'ils ont porté sur nous en étant plus touchés quand ils continuent, parce que ça ne s'arrête pas quand on est adulte. C'est quand ils continuent à nous attaquer comme ça, ce sont des attaques de mort. Et donc les transformer, moi, le palliatif que j'ai trouvé, c'est que dans toutes ces attaques de mort, j'ai toujours mis de la vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'animaux. Dès que j'avais, et encore aujourd'hui, dès que j'ai des attaques, poum, j'augmente le nombre d'animaux. Ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, c'est inconscient. Mais voilà, donc j'ai beaucoup de place dans la propriété. Dès qu'il y a un endroit où je me dis, tiens, là, je pourrais faire ça, ah, bah tiens, je pourrais mettre des chèvres là, ah, bah tiens, je pourrais mettre des lapins là, et puis des poules là. Je mets de la vie partout, en fait. C'est en fait en compensation de toutes les attaques de mort que j'ai eues et que j'ai encore, pour justement inverser la donne et revenir dans quelque chose de positif. Alors moi je l'ai traduit comme ça avec, voilà, je l'ai permuté comme ça avec les animaux, et à la fois parce que voilà, j'ai fait aussi un transfert affectif, bon. Et ensuite, pour parler de la guérison des pervers par rapport à une influence toxique comme ça d'un parent toxique, c'est vraiment apprendre aussi à se connaître et à se découvrir, parce que souvent on est passé à côté de soi. Donc on est dans l'ombre de soi, et on est surtout dans cette projection néfaste, négative, mortifère, et apprendre aussi à trouver des réponses et à ne plus être en réaction par rapport aux attaques. C'est-à-dire que si par exemple on parle d'un sujet qui nous touche, qui nous tient à cœur, d'un rêve ou quoi que ce soit, et qui commence à projeter du négatif, dire ok, c'est votre perception, c'est plus la mienne. Donc maintenant c'est bon, je suis détachée émotionnellement de tout ça. Ok, ça c'est ce que vous pensez, vous avez le droit de le penser, et maintenant j'ai le droit de penser autrement. C'est trouver des réponses qui soient plausibles et qui les ramènent vers leur responsabilité et qui nous séparent davantage de leur opinion. Et ensuite, c'est apprendre aussi à mettre en place, c'est à croire en nos projets, à croire en nous, retrouver une estime de soi, une confiance en soi, parce qu'on n'a aucune confiance en fait. Moi, je suis passée à côté de ma vie très longtemps à cause de ça. Parce que je n'avais aucune confiance en moi. Pour moi, tout ce que je pouvais faire ne pouvait être que mauvais. Je ne pouvais être que dans l'échec. Et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Ça, c'est comme je dis, c'est souvent comme un poison, cette toxicité qui se distille à travers nos veines. C'est tout le temps, en fait. Et ça, il faut apprendre à vivre avec. C'est vrai qu'on parle beaucoup des pervers narcissiques dans le travail ou au sein du couple, mais on parle très peu des enfants. Et je trouve ça dommage, parce qu'on peut quitter un travail, un patron n'est pas marié avec, c'est pas des parents, on en a deux. On n'en a pas trois, on n'en a pas quatre, on n'en a pas cinq, six, on en a deux. Et on ne peut pas les changer. Je veux dire, on ne peut pas dire, ah ben non, ben finalement, on ne peut pas divorcer d'un parent comme on divorcerait d'un conjoint. On ne peut pas quitter un parent comme on quitterait un patron. Ce n'est pas possible. Et même si on ne les voit pas, eh ben, ils font partie de nous. C'est malheureux à dire, mais ils font partie de nous. Donc même si on coupe les liens, ils sont toujours là. Même décédés, ils arrivent à être encore là. Je veux dire, c'est pas facile d'arriver à couper, on ne peut pas. Donc ça, il faut oublier l'idée de couper. Il faut apprendre, là aussi, encore une fois, à vivre avec. C'est une initiation. Donc ça, je l'ai compris bien plus tard, quand j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses. Et c'est, alors voilà, une chose qu'ils auraient pu m'apporter, qui était intéressante, c'est qu'ils m'ont amené à faire un chemin vers moi, que j'aurais peut-être pas fait sans ça. Donc là, oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez positif, parce que ça m'a amené donc à être... Je ne sais pas si je suis quelqu'un de bien aujourd'hui, mais en tout cas être la personne que je suis aujourd'hui, que je n'aurais pas été sans ça. Ça, c'est clair. Je partais, si j'avais pas eu des parents comme ça, étant donné la famille d'où je viens, j'aurais été quelqu'un qui aurait été très superficiel, qui aurait été dans le paraître, dans le matériel et dans l'argent et tout ça. Et donc du coup, mon parcours qui a complètement bifurqué de ça, du fait de cette éducation-là, m'a permis donc de travailler plus sur l'intérieur, d'essayer de comprendre un petit peu mieux la vie, de me poser des questions là où les autres ne s'en posaient pas, aller plus vers les questions existentielles. Et aussi la deuxième chose que ça a pu m'apporter, d'avoir vécu cette enfance-là, ça, comme je disais tout à l'heure, c'est cette force que j'ai trouvée en moi, qu'on ne trouve que dans des moments comme ça, dans des épreuves extrêmes et de survie surtout, parce que j'ai été énormément dans la survie, et c'est dans les périodes de survie qu'on va puiser au fond de soi ce qu'on n'irait pas chercher en dehors de ces périodes-là. Et c'est vrai que ce soit une épreuve dans la vie, que ce soit une maladie, enfin une épreuve, je veux dire un divorce compliqué, perte d'un enfant, une maladie, mais quelque chose de grave. Il n'y a que ces moments-là, c'est fou, hein, mais qui arrivent à nous faire pousser une porte qu'on n'irait jamais pousser sans ça, et qui nous fait grandir.
Sans ça, on ne grandit pas. On reste, comme je dis bien souvent, des enfants de 40, 50, 60 ans et on ne grandit pas. On vieillit, on ne grandit pas. Malheureusement, nous, êtres humains, on est obligés de passer par des souffrances, par des épreuves, qui nous amènent vers des remises en question. Et sans ces remises en question-là, on reste tel qu'on était et finalement, la vie n'aurait peut-être pas de sens quelque part. Donc je crois que chacun, à notre façon, selon notre évolution, on aura tous à un moment donné quelque chose qui va se présenter, qui va nous permettre effectivement de changer, d'aller dans une autre direction. Après, cette direction-là, on a notre libre arbitre, on la prend ou on la prend pas. Et là, on va peut-être en arriver à ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de l'humanité, qui est en train de peut-être, je dirais peut-être s'éveiller, parce qu'on arrive au bout d'un système qui est en train de s'essouffler. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque être humain sur cette terre va avoir à un moment donné la possibilité, oui, de changer, oui, d'ouvrir sa conscience, oui, d'essayer de voir les choses autrement et peut-être de comprendre, va sortir peut-être d'un obscurantisme dans lequel on nous a plongé, et casser des croyances qui nous ont empêchés d'avancer, que j'appelle des croyances limitantes, parce que, et j'espère qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais je trouve que c'est important de démonter un petit peu les croyances pour comprendre pourquoi on croit en certaines choses sans se poser la question de savoir pourquoi on y croit, pourquoi c'est acquis comme ça, pourquoi, parce que, en fait, c'est parce que ça fait très longtemps qu'on pense comme ça et qu'on a hérité ça de nos ancêtres, que c'est aussi ce qu'on appelle des égrégores, donc des énergies qui circulent autour de nous, qui sont très puissantes, qui nous amènent à penser de cette façon-là. On se pose pas, tant qu'on ne se pose pas la question, on continue de penser comme ça, c'est normal, c'est naturel. Mais à partir du moment où on commence à se poser la question de savoir, mais attends, là je pense comme ça, mais est-ce que cette croyance-là, elle m'appartient vraiment? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de croire en ça ou pas? Ou est-ce qu'on me l'a imposé insidieusement? Voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, moi je suis persuadée que l'humanité, tous les êtres humains aujourd'hui vont avoir à un moment donné dans leur vie, encore plus qu'avant, la possibilité de s'ouvrir à autre chose. Alors malheureusement, ça va être par des chocs. Et voilà, donc et là, on en parlera peut-être aussi par rapport aux animaux, voilà, qui viennent notamment nous choquer émotionnellement en nous quittant d'une certaine façon assez violente ou pas, pour nous faire réagir par rapport à nos vies et à notre bien-être, savoir si on est vraiment heureux ou pas dans cette vie-là, parce qu'on est très fort aussi pour se mentir à ce niveau-là. Voilà. Je suis un enfant en fait qui est monté sur le moi parfait. Parce que j'ai voulu toujours, toute ma vie, plaire à mes parents et faire en sorte qu'ils soient fiers de moi quelque part. Alors même si je foutais rien en classe, parce que là je faisais carrément un rejet de l'éducation nationale, c'était plus fort que moi, j'avais toutes mes cellules qui faisaient... C'était pas possible. À côté de ça, je ne faisais pas de bêtises. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait le mur, j'ai jamais fait de fugue, j'ai jamais... Il y a si, en première, ma deuxième première, j'ai redoublé la première. En fait, j'avais été déscolarisée l'année d'avant, c'est pour ça que j'avais redoublé. J'ai fait une très grosse dépression. Et c'est en discutant avec le directeur du lycée, qui était quelqu'un de très bien, qui a tout à fait compris le problème, parce que j'étais complètement rejetée dans la classe dans laquelle j'étais. J'étais en section littéraire, et il n'y avait que des filles. Alors là, autant dire que ça a été l'enfer. Je ne m'entendais pas du tout depuis toujours, hein, c'est resté avec les filles. Donc voilà, les femmes, c'est un problème. Donc j'ai toujours été beaucoup plus proche des garçons enfants et des hommes après, en tant qu'amie. Et là, je me suis retrouvée au milieu de 23 ou 24 filles. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Comment je vais gérer? Et en fait, j'ai pas géré du tout. Donc du coup, je suis partie en dépression parce que complètement rejetée, critiquée, les profs qui me rendaient des copies. Alors il est classé par ordre de la meilleure à la plus mauvaise. J'étais toujours la plus mauvaise. Donc en français, j'étais, d'après la prof, une catastrophe. C'était toujours en rédaction à la dernière note. Elle me lançait ça en me disant qu'elle ne pensait pas que j'étais capable de faire aussi bien avec un 3. Enfin bon, même les profs s'y mettaient. J'ai fini par capituler, c'est-à-dire que je séchais tous les après-midi comme je rentrais chez moi à midi et j'y allais plus l'après-midi. Et je me faisais de mes mots d'absence jusqu'au jour où je suis tombée malade, où ma mère m'a fait un mot d'absence et là ils ont vu la différence, ils ont convoqué ma mère, ils ont dit c'est quoi, quel est le vrai, quel est le faux. Et là je lui ai tout avoué parce que bien sûr je n'avais rien dit à mes parents. Et en janvier j'étais déscolarisée. L'année d'après, ils m'ont changé d'établissement et je suis toujours... Ah oui, là aussi, j'étais tout le temps dans des boîtes de curés. Alors, j'ai fait tous les saints de Toulouse, hein. Sainte-Croix, Sainte-Marie-des-Champs, Sainte-Marie de Nevers et j'en passe. Et donc là, je me suis retrouvée
à Sainte-Marie de Nevers. Et là, pour une fois, je me suis bien entendue avec une fille qui était comme moi. Et on a fait les pires conneries de la Terre. Voilà. Ça a été la seule année, ça. Toute l'année, ça a été une catastrophe pour les profs. Ça a été une année, je disais, c'est mon année de thérapie. Voilà. Donc, j'ai été une horreur. C'est-à-dire, je perturbais tous les cours à tel point qu'on m'avait carrément mis une table au fond de la classe seule pour que je ne perturbe personne parce que je jouais à la bataille navale, je rigolais, et puis je perturbais tout le monde. Hein. J'étais le pitre en plus de la classe, donc je faisais rigoler tout le monde. Les profs n'en pouvaient plus. Il y en avait certains carrément qui quittaient la pièce. Il y avait des profs qui abandonnaient les cours à cause de moi. Enfin bon, bref, voilà, j'étais leur pire cauchemar. Après qu'ils aient été mon pire cauchemar, je me suis vengée. Cette année-là, je l'avoue, je le reconnais aujourd'hui. Mais voilà, ça m'avait fait beaucoup de bien. Résultat, j'ai été virée. Définitivement, après avoir été virée plusieurs fois 3 jours avec des devoirs à faire. Et à la fin, ils ont carrément craqué. À la fin de l'année, ils m'ont plus voulu. Donc j'ai fini dans une boîte à bac. Voilà. C'est ça, voilà. Là, cette année-là, ça a été la seule fois, mais jusque-là, j'étais vraiment une enfant, je veux dire, à part mes résultats scolaires qui étaient catastrophiques, modèle. C'est-à-dire, je ne faisais vraiment pas de bêtises. Je restais toujours, j'avais toujours très peur de l'image que je pouvais donner à mes parents et je faisais en sorte qu'ils n'aient rien à me reprocher, quoi. Quand j'étais étudiante à Toulouse, c'est vrai qu'en plus c'est une ville qui est super pour ça. Être étudiant à Toulouse, c'est génial. Je pense qu'à Montpellier, ça doit être à peu près pareil. Paris, enfin voilà, c'est des villes qui s'y prêtent bien. Et oui, j'avais effectivement, notamment en droit, on sortait beaucoup, voilà, on allait en boîte, on était... Oui, j'avais une vie sociale, on va dire, normale. Et il y a une période de ma vie où j'ai eu une vie sociale normale aussi. Et c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais c'est à une période de ma vie où j'avais vraiment plus du tout confiance en moi. Et en fait, les chevaux m'ont beaucoup aidée à ce niveau-là quand j'avais 12 ans. Et en fait, je suis passée du poney au cheval à 12 ans et j'ai atterri dans un club hippique à côté de Toulouse. Où là, je me suis retrouvée dans un groupe de copains où on était une douzaine. J'étais une des plus jeunes. Et ça allait jusqu'à 25 ans. Hein. Et là, c'était fiesta, soirée en permanence, des concours hippiques où on faisait la fête tout le temps. Enfin, mes parents devenaient chèvres un petit peu là quand même. Mais bon, je faisais pas de bêtises. Hein. J'étais toujours très sage, voilà. Mais ça m'empêchait pas de m'amuser quand même. C'était un très beau club avec piscine et tout. C'était le club Med en fait. Voilà. Et là, ça a été mes meilleures années, les meilleures années de ma vie. Parce que on était soudés comme les doigts de la main et j'y passais mes vacances, mes week-ends, enfin je vivais que pour ça. Donc voilà, ça a été vraiment... Ça et ma période étudiante aussi que j'ai beaucoup apprécié. Parce que justement, je faisais partie de groupes dans lesquels je me fondais, avec qui je m'entendais, des gens avec qui je m'entendais très bien. Et surtout en droit d'ailleurs. Et là, j'étais plutôt, alors là, très citadine, très mondaine, très, voilà, tout l'inverse de, bon, peut-être là, ça se voit pas, mais de ce que je suis devenue aujourd'hui, où, comme je dis, il y a la Pénélope des villes et la Pénélope des champs. Et je suis plus souvent maintenant Pénélope des champs, 90%, on va dire, avec mes bottes, voilà, et en pleine campagne, comme quoi on peut changer, oui. Le premier métier, ça a été l'élevage, voilà. Donc au grand désespoir de mes parents, hein, parce qu'on m'a dit mon père qui m'a aidé, justement, il m'a quand même aidé à acheter mes premiers chiens. Mais comme il attendait le retour sur investissement qu'il n'a jamais eu, comme il m'a dit. Oui, effectivement, je n'ai jamais voulu rentrer dans l'industrie, dans l'élevage. Hein, donc j'ai toujours respecté mes chiennes. Elles n'ont jamais eu plus de 3 à 4 portées dans leur vie. Et encore 4, c'était énorme. Donc du coup, je n'ai jamais pu vivre de mon élevage, ça n'a jamais été rentable. J'ai fait beaucoup d'expositions canines qui coûtaient très cher, de beauté, voilà. J'étais plus dans le respect des chiens et dans la passion de ce que je faisais parce que je suis une passionnée et j'agis par passion et pas du tout par intérêt, voulant capitaliser, essayer de faire des profits ou de... Voilà, c'est un problème, hein, je le reconnais. Je suis pas du tout câblée comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai encore à travailler, c'est vrai, mais j'ai tendance mais je ne peux pas me forcer. Donc je veux dire, je ne peux pas aller aller vers un métier qui pourrait me rapporter s'il me plaît pas. Ce n'est pas possible, c'est contre ma nature, je n'y arriverai pas. Je le ferai mal, j'en serai incapable, je le reconnais. Donc je reconnais une catastrophe. Voilà. Alors à l'époque, quand j'étais adolescente, mon style de littérature préféré, c'était Boris Vian. J'adorais Boris Vian. Voilà.
Parce que c'était quelqu'un qui était hors norme, qui sortait des cadres complètement, qui disait des choses qui pouvaient choquer, mais qui n'étaient pas choquantes pour moi. Et ça me parlait vraiment. Après, je suis beaucoup passée à Nicole de Buron. Alors, Nicole de Buron, c'est complètement différent et j'adore cette auteure parce elle a un humour incroyable. J'adorais sa façon d'écrire, je le lisais alors c'était fluide. Et en parlant de fluidité d'écriture, un que j'adore, c'est Didier Van Cauwelaert. Donc Didier Van Cauwelaert, c'est quelqu'un qui écrit des choses déjà passionnantes, mais avec une facilité de lecture qui est... j'ai jamais été une très grande lectrice. J'étais dyslexique, hein. Donc du coup, ça me prenait beaucoup de temps pour réussir à lire un livre. Les classiques, j'avais beaucoup de mal. Je lisais beaucoup de pièces de théâtre, par contre, j'adorais ça, Musset. J'adorais Musset. J'adorais les histoires d'amour impossibles dans les... Ça devait être sûrement un message de mon inconscient, mais pour le futur. Mais j'adorais les histoires d'amour impossibles des pièces de théâtre de cette époque-là. Voilà. Et donc, du coup, j'arrivais par contre... Ah si, là j'étais très forte pour ça. L'oral, je me débrouillais très bien à l'oral en français, donc c'est-à-dire que quand on faisait des exposés sur ça peut être des gros pavés, hein, des classiques, que je ne lisais pas, donc je les prenais, je les lisais en diagonale. Donc je lisais le début, le milieu, la fin, le résumé, et je faisais le reste. Et j'avais les meilleures notes. Ça écœurait tout le monde par contre, hein, ça, et moi j'en revenais pas. Je disais, mais comment tu fais pour arriver à avoir des notes comme ça en n'ayant pas lu le livre? Tous les autres qui lisaient les livres en question n'arrivaient pas à avoir ces notes-là. Donc j'ai inventé, j'en sais rien. Enfin, je me débrouillais très bien. Et donc, du coup, je peux avouer que je n'ai, je crois, peut-être pas lu de classique en entier. Mais voilà, donc c'est plus des lectures contemporaines, on va dire. Et après, j'ai effectivement des auteurs comme ça qui, pour moi, sont très fluides à lire. Et bon, aujourd'hui, ça va mieux. Je veux dire, la dyslexie, on se la garde toute sa vie, ça c'est vrai. Mais là, encore une fois, on apprend à vivre avec, hein. J'avais fait beaucoup de séances avec des orthophonistes, donc ça s'est passé plus ou moins. Mais voilà, donc après, je me suis mise à écrire. Et en écrivant, bah par contre, là, c'est bizarre parce que j'ai plusieurs styles, hein. Donc là, je suis en train de préparer 2 ouvrages en simultané. Alors, un roman que j'ai déjà écrit il y a quelques années, donc sur lequel il faut que j'apporte quelques corrections, qui est... c'est à la fois... ça peut faire pleurer, ça peut faire rire. Ce sont 2 personnages qui se rencontrent dans leur coma, bon voilà, et qui derrière, donc le personnage principal est avocate. Elle va complètement changer de vie, elle va devenir médium. Enfin bon, ça va être. Donc là, c'est un style. Hein. J'ai voulu l'écrire comme quelqu'un qui, comme un musicien, écrirait des notes sur une partition pour essayer de faire une musique. Donc c'est un livre très musical. Les musiques m'ont inspiré aussi pour l'écrire. J'ai mis toutes les musiques dans le livre pour que les personnes puissent les écouter parce qu'elles donnent la tonalité du livre. C'est un livre où vraiment, c'est chaque mot à sa place. Voilà. Et quant au deuxième que je prépare, c'est un recueil de nouvelles. Ça n'a rien à voir. Et ça fait des années et des années que j'écris comme ça. Et quand j'ai dû écrire le roman, j'ai dû trouver un autre style d'écriture. Alors que les nouvelles, ça n'a rien à voir. C'est complètement... c'est de l'autodérision, en fait. Ça va s'appeler Histoire d'en rire, Histoire avec un S. Ce sont des sketchs que j'écris, en fait. Ce sont des nouvelles, hein, un recueil de nouvelles, de choses qui me sont arrivées, mais des épreuves, hein. C'est-à-dire des choses qui m'ont fait pleurer quand ça arrivait. Je les écrivais à chaud, j'en pleurais de rire. Donc je le tournais à l'autodérision, et c'est pour montrer qu'en fait, on peut rire de beaucoup de choses, y compris de soi, et surtout de soi. Et en fait, c'était pour montrer aussi... et me montrer à moi-même à quel point mes blessures profondes pouvaient m'envoyer dans des choses mais complètement insensées et jusqu'où on est capable d'aller à cause de ces blessures profondes. Et mais vraiment, c'est énorme. Alors du coup, ça donne un terreau énorme pour en rigoler et le prendre à la légère et surtout prendre du recul par rapport à ça. Alors musicalement, mon problème, en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est que je suis très hétéroclite. C'est-à-dire, je peux passer d'une musique de Michel Pépé, par exemple, donc de méditation, voilà, en passant par de la harpe, du hang, je joue du hang aussi, euh, à, à de l'acide, on va dire, suédois, métal suédois. Voilà, c'est complètement à l'opposé. Au milieu, on peut y mettre, à l'époque j'écoutais beaucoup Iggy Pop, les Doors, tout ça, quand on parlerait des années 80, si on parle des années 80, voilà. Et puis il y avait Brian Ferry au milieu avec Avalon, Roxy Music, les Smiths, beaucoup les Smiths, Morrissey.
Qu'est-ce qu'il y avait? Bon, évidemment les Beatles. J'écoutais absolument pas de variété française dans les années 80. J'écoutais beaucoup de pop anglaise, de choses comme ça. Après, ça a été des indépendants, des choses qui n'étaient pas trop connues. Je suis très musique. Ma vie, je la vis beaucoup en musique en fait. J'ai énormément besoin de musique. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'écoute beaucoup de harpe, aujourd'hui, beaucoup de morceaux de piano du Chopin. Après, à côté de ça, je peux mettre, par contre, de la variété française aujourd'hui, je peux en écouter aussi. Voilà, il y a des morceaux que j'aime bien. Hop, de Gaëtan Roussel, pour en citer un, par exemple. Après, c'est vrai que j'aime bien encore ce que fait Bryan Ferry aujourd'hui, certaines reprises qu'il a faites qui sont magnifiques. Mais bon, c'est vrai qu'à dire comme ça, c'est difficile d'aller en chercher. Il y en a tellement. J'ai écouté tellement de musique. Il y a Him, hein, donc ça c'est un groupe suédois que je trouve génial. Pain of Salvation aussi, qui est un groupe que j'aime beaucoup, qui peut être très hard, mais qui fait des ballades magnifiques. Voilà, c'est très hétéroclite en fait. Alors la musique, moi, ça me procure un bien-être. J'ai toujours trouvé très surprenant des personnes qui me disaient non, moi, ça me fait rien. C'est des personnes insensibles à la musique, pour moi, c'est des extraterrestres. C'est quelque chose, moi, je trouve la musique qui peut nous monter en onde alpha. Et d'ailleurs, le roman que j'ai écrit, si je n'avais pas eu les musiques, je n'aurais pas pu l'écrire. Et il y avait des périodes où je ne pouvais pas écrire parce que je n'étais pas encore tombée sur la bonne musique pour pouvoir le continuer. Tous les chapitres clés du roman, je cite la musique qui m'a inspirée, sous le chapitre, systématiquement. Parce que, justement, ces musiques-là m'ont mise dans une certaine vibration qui correspond à la vibration de ce chapitre-là. Et j'ai des amis qui ont lu le roman sans écouter les musiques et qui l'ont relu en écoutant les musiques. Ils m'ont dit, ça n'a rien à voir. Il prend une dimension supplémentaire parce qu'on entre vraiment dans la vibration du texte. Et c'est vrai que... Et alors, c'était beaucoup de morceaux du Ludovico Einaudi, des morceaux de piano. Voilà, c'est des choses à l'envolée. En fait, j'aime beaucoup les musiques à l'envolée comme ça qui portent. Et c'est vrai que ce livre, je ne pouvais pas l'écrire, ce roman, si je ne m'étais pas mise 20 minutes en méditation sur ces musiques-là avant pour monter en onde alpha. Moi, elle me permet de déconnecter, la musique me permet de déconnecter avec la réalité du quotidien. Elle me porte. Ça me porte, ça me fait monter mes vibrations. C'est vrai, j'ai des musiques qui me... Je dis waouh, là c'est magique. Et là avec YouTube, des fois je laisse des fois défiler des playlists, hein, et je tombe sur des morceaux. Je ne saurais pas dire parce que je me souviens pas forcément des titres. Il y a tellement de morceaux de musique sur YouTube, mais des trucs magnifiques. Je me dis waouh, là c'est... des fois il y a des passages dans des morceaux qui sont à l'envolée, qui sont superbes. Superbes. Et ça peut être n'importe quel style. Ça peut être de la flûte de Pan, ça peut être comme ça peut être de la harpe, comme ça peut être un morceau une balade d'un groupe de métal, ça peut être n'importe quoi. Alors, un rêve qui m'a marqué, c'était il y a 4 ans. C'était une semaine avant que l'événement se produise, je pense, quelques jours avant, 4-5 jours maximum. Enfin, voilà. Je me suis réveillée en sueur en pleine nuit. En fait, j'étais partie toute la journée, j'avais laissé la propriété seule avec les chiens enfermés, tous les animaux enfermés comme je fais quand je pars. Et je suis revenue et j'étais avec quelqu'un, je sais pas qui conduisait. Et quand on est arrivé, en fait, tous les bâtiments avaient cramé. Donc quand on arrive chez moi, il faut passer par le bord d'une dépendance, on tourne et là on arrive devant la maison principale. Et j'osais pas, j'avais peur dans ce virage, je me suis dit, est-ce que la maison a cramé ? Et arrivé devant la maison, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien, tout était noir. Donc tous les chiens étant dans la maison, je me suis réveillée en sueur, mais mal. Et quelques jours plus tard, je pars faire des courses, donc j'étais pas chez moi, à Carcassonne, et je devais aller voir une personne précise. Alors je suis toujours en connexion avec un de mes chiens qui est de l'autre côté, et je fais ça avec le doigt en fait en question fermée. Et sur le volant, il me fait oui comme ça, non comme ça, et je lui ai demandé est-ce que cette personne-là est chez elle, et il me fait non. Je pense c'est pas possible. Normalement, si elle m'avait dit qu'elle était là, non, mais je lui ai demandé quand même au préalable, c'était pas la peine que j'y aille, si elle y était pas, au cas où. Et là, il me fait non, mais en insistant non. Je dis mais il y a un problème. Oui,
Je dis, oh là, il m'a pas dit quoi, heureusement, parce que je crois que j'aurais eu un accident sur la route, donc je me suis dit, je rentre. Il y a un problème, je rentre. Et là, j'arrive chez moi, tout était calme, je dis, bon, il n'y a rien. Et j'ouvre la porte qui donne sur la cour derrière ma maison où je lâche mes chiens, en fait. Donc je lâche les chiens, et là, je sens une odeur de cramé. Je ressors devant la maison, effectivement, je ressens à nouveau cette odeur de cramé. Je dis, mais c'est quoi? Et à l'époque, j'avais un Russe qui vivait sur une partie, je lui avais laissé une partie d'un terrain, en fait, pour qu'il mette sa yourte, il vivait là. Et j'avais dit, mais Vladimir, t'as fait cramer du bois. On était en plein mois de juillet. Normalement, ici, c'est interdit. Venant de la Haute-Vienne, je me suis dit, il ne doit pas savoir qu'ici, c'est interdit. Donc peut-être qu'il a fait cramer des broussailles, j'en sais rien. Et il me dit, mais non, j'ai rien fait cramer du tout. Mais tu sens pas l'odeur? Il me dit, si, je sens, c'est bizarre, ça sent le cramé. Et là, au moment où il me dit ça, je vois des cendres tomber. Ayant déjà eu un incendie chez moi, ça, je sais que ça sent pas bon, du tout. Donc là, on a commencé à faire le tour des bâtiments parce que c'est très grand. Et en fait, il y a un feu qui avait pris, c'était 2 piliers, 2 pylônes électriques qui étaient tombés de l'autre côté de la route chez moi. Et sur un bois qui séparait la route des bâtiments. Sauf que par là où je suis arrivée en voiture, ça ne pouvait pas se voir, c'était le tout début. Et le temps qu'on s'en aperçoive, ça avait pris pratiquement la moitié du bois derrière, qu'on ne voyait pas parce qu'on était de l'autre côté des bâtiments. Et en faisant le tour, bon là, effectivement, c'était apocalyptique. Et quand je suis retournée voir les chiens dans la cour, j'avais un pin qui était en train avec le vent de lécher le bâtiment d'en face. Donc là, on a Vladimir qui avait généralement 2 de tension. Je ne sais pas comment il a fait. Il a rassemblé tous les tuyaux de la maison. Il avait pris des extincteurs. Il a commencé à essayer d'éteindre, enfin en tout cas, juguler le feu sur le pin, arroser les bâtiments en même pas 5 minutes. Il avait fait ça. Je n'ai jamais compris comment il avait pu. Mais bon, voilà. L'ONF, il y a un 4x4 de l'ONF qui est arrivé, donc ils ont commencé à essayer de l'aider aussi, à essayer de sauver les bâtiments d'en face. J'ai failli tout perdre. Je pense que là, si j'étais pas rentrée, les bâtiments étaient sacrément touchés. En tout cas, et j'avais tous les chiens à l'intérieur. Vladimir étant là, je sais pas si, en plus il avait pas les clés, enfin bon, il aurait pu casser un carreau, j'en sais rien, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. Donc j'ai évacué tous les chiens qui ont passé 1 semaine dehors sans rentrer dans les bâtiments, parce qu'il y a 180 hectares qui ont cramé. J'ai eu des départs de feu le soir même, la nuit, et après le lendemain, dans la cour des chiens, contre les bâtiments, c'était en fait des braises qui avaient commencé à cramer, et puis bon, avec un coup de vent, ça s'enflammait. Ici, il y a beaucoup de vent. On a quand même eu Dash, Tracker, Canadair, 180, tous les pompiers de l'Aude étaient autour de chez moi, le Codis avec des Algeco à 100 mètres de chez moi pendant 1 semaine. Donc je veux dire, voilà. Et ça, je l'avais rêvé. Et l'ayant rêvé, je peux vous assurer que quand j'ai senti le cramer, là, j'étais pas bien, mais du tout, parce que je me suis revue dans ce rêve. Je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible. Là, je suis rentrée dans une panique, mais totale. En plus, j'ai une ligne très haute tension pas loin qui a cramé, elle a explosé. Donc, ça a fait des bruits de bombes. On aurait dit qu'il y avait une bouteille de gaz qui avait explosé. Il y a un camion de pompiers qui a explosé aussi. Enfin, bon, apocalyptique. Tout le monde ici se souvient de cet incendie. Et moi, je ne suis pas prête de l'oublier non plus. L'endroit où je vis est considéré par beaucoup comme un paradis. Après y vivre, c'est très compliqué. Je suis passée, d'ailleurs, c'est ce que je vais raconter aussi dans mes nouvelles, parce que je suis passée par tous les stades, en fait, entre l'incendie qui était apocalyptique, une période de gel il y a 7 ou 8 ans où on a eu des -17, où j'ai tout qui a gelé, j'ai passé 1 semaine sans eau, enfin bon, avec les animaux, je laisse imaginer, je partais avec mes jerrycans tous les 2 jours pour me ravitailler, après quand j'ai récupéré l'eau, tout a pété, 3 jours sans eau de plus, donc 9 jours sans eau. Et ensuite, quand j'ai récupéré l'eau, quand les plombiers ont travaillé pendant 3 jours non-stop à 3 pour tout me remettre, bing, j'ai pas eu d'électricité. J'étais au bord de la dépression. C'est-à-dire qu'on me disait n'importe quoi, je pleurais. Je n'en pouvais plus. Donc du coup, on me dit « Ah, mais c'est un paradis, c'est magnifique, c'est joli ». Ce sont des vieux bâtiments, il y a beaucoup de travaux à faire en plus. Donc voilà, là, c'est très très lourd à gérer. Il y a beaucoup de places, beaucoup de terrain. C'est une ancienne propriété viticole. Bon, mon grand-père avait arraché toutes les vignes. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a beaucoup de bâtiments. Donc c'est vrai que c'est très joli quand on arrive, c'est très joli pour y passer des vacances, mais y vivre, les hivers sont très rigoureux ici, l'été il fait très chaud, donc c'est assez, j'ai fait mes classes. Je pense que voilà, j'ai fait mes classes à cet endroit-là.
J'ai vécu une belle initiation, oui. Ouf, mes plus gros défauts, je pense que j'en ai beaucoup en fait. Euh, je suis beaucoup dans le jugement. Je pense que ça, je l'ai récupéré de mes parents. Oui, je suis beaucoup dans le jugement, mais je m'en rends compte. Donc je me soigne parce que j'ai beaucoup d'a priori souvent et je reconnais, ouais, ouais. Malgré tout, j'ai beaucoup d'a priori, mais la vie, à croire que la vie, à chaque fois, me dit non, mais toi, t'as pas le droit d'avoir de l'a priori comme ça. Et chaque fois, je me prends une claque derrière. C'est-à-dire, ah oui, non, mais là, je pense quelque chose d'un sujet particulier et ping, la vie vient me prouver, mais quelques jours plus tard, que j'ai tort. Et vraiment, je me le prends comme une claque. Et je me dis, ouais, mais franchement, et tu continues encore de faire ça. Tu continues à faire ça. Non, voilà, ça, après, je suis très dure avec moi, mais c'est-à-dire que le jugement, c'est d'abord sur moi. Hein, et donc, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Je manque complètement de confiance en moi encore aujourd'hui, c'est vrai. Je, je suis une sauvage. Oui, voilà, ça, c'est un gros défaut. Je pense que je suis devenue de plus en plus sauvage. Donc je me suis pas mal coupée de la société, de ma communauté humaine, on va le dire comme ça. Et je suis très très méfiante. Autant avant j'étais un bisounours, je trouvais tout le monde gentil, mais alors je me suis pris tellement de claques qu'aujourd'hui je suis tombée dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que je suis devenue beaucoup trop méfiante. Et je vois le mal, c'est ça, quand je parle de jugement, c'est ça, c'est que je vois le mal partout. Et j'ai tellement peur à nouveau de souffrir que je me protège énormément comme ça. Et donc je suis devenue très méfiante et très sauvage. Voilà. Donc je suis un animal à apprivoiser quelque part. Alors moi, ce qui me plaît dans l'être humain, c'est qu'il a une capacité à aimer beaucoup plus grande qu'il ne le croit. Et c'est pour ça que je disais que j'étais un bisounours avant, parce que ça, je le percevais. Et ce que je ne comprenais pas, pour moi, il était un mystère, cet être humain, c'est qu'il ne le montrait pas. Alors, comme je suis devenue aujourd'hui une sauvage, je peux comprendre davantage pourquoi il ne le montre pas, parce qu'il doit se protéger. Étant donné qu'entre nous, on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'entendre, on est beaucoup dans les peurs et dans la peur de l'autre. Et la société dans laquelle on vit nous pousse vers cette peur-là. Donc on fait des projections de pseudo-blessures qu'on pourrait avoir à cause des autres. Et résultat, eh ben, on se ferme. Voilà. Et moi, quand j'étais enfant, adolescente, je voyais cette capacité à aimer qui ne sortait pas. Et donc je faisais confiance. Et très longtemps aussi, en tant qu'adulte, j'ai fait confiance. Et là, paf, et paf, et paf. Et surtout que j'ai une intuition qui est quand même assez poussée, qui me disait non, attention. Et j'ai dit non, mais c'est bon. Alors, au début, on l'écoute, les premières secondes. Et après, moi, comme c'était tout le temps du négatif, au bout d'un moment, je disais, mais c'est bon, sans ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas être tout le temps que du négatif. Donc, je n'écoutais pas mon intuition. Et chaque fois, mais je me suis pris de ces portes. Mais de ces portes. Donc, au bout d'un moment, et j'ai mis du temps. J'ai mis des années et des années. Ça fait depuis très peu de temps, en fait, que je suis entrée dans une méfiance incroyable où je n'arrive plus à faire confiance. Et là, je me dis, oui, ben voilà, c'est ça. Cette capacité qu'a l'être humain, lui, en fait, il s'en coupe parce que justement, il se protège des autres et à la fois, il se coupe de lui-même. Voilà. Et on tombe dans ce schéma-là, et malheureusement, donc ça s'atrophie. Alors moi, j'ai mes animaux qui me permettent de ne pas l'atrophier, je pense, qui me permettent de rester dans l'amour et dans cette communication-là qui est bien souvent non verbale, hein, qui est vraiment la communication du cœur. Mais j'aimerais tellement qu'on arrive à faire ça entre humains, et c'est tellement compliqué, tellement compliqué. Il y a beaucoup de barrages, beaucoup de blocages, et puis c'est vrai qu'on a tous nos casseroles, hein, quelque part. On a tous notre vécu, notre histoire, notre sensibilité, qui nous amène à être plus ou moins fermés, à nous protéger plus ou moins des autres. Et c'est vrai que on devient tous plus ou moins sauvages, quelque part. Je me dis, mais quand même, avec cette intelligence que nous avons soi-disant, parce que quand je vois ce qu'on en fait, je me dis, mais enfin, on devrait réussir à trouver un moyen de s'entendre. Et c'est vrai que la spiritualité, à ce niveau-là, m'a quand même pas mal aidée, et ça avait accentué à l'époque mon côté bisounours. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens pas de la spiritualité, mais je reviens de mon côté bisounours, parce que je me suis beaucoup trop mise en danger, en fait.
Ah, la différence entre la spiritualité et la religion, ça c'est une question intéressante parce que la spiritualité, en fait, c'est un courant. Ce n'est pas une religion du tout dans le sens où on n'impose rien. C'est une façon de penser, c'est une philosophie de vie qui amène au détachement. Si on parle de l'hindouisme ou du bouddhisme, moi je suis plutôt branchée hindouisme, on va dire. Donc, qui amène vers une ouverture, qui amène vers une prise de conscience, qui amène vers une réflexion, qui amène vers une autre vision, une nouvelle lumière, une nouvelle mise en lumière de la vie. Donc ça fait avancer. Pour moi, ça c'est ma perception. Hein. Et la religion, alors moi j'ai toujours eu du mal avec la religion parce que, en fait, alors j'ai passé ma première communion, j'ai fait ma première communion, bon, mais j'étais comme ça. Au catéchisme, j'étais comme ça. Pourtant, j'étais jeune, hein, je ne sais plus quel âge on a, 13 ans, 12 ans. Et je voulais pas écouter, je n'ai jamais voulu lire la Bible. Hein. Je ne voulais pas écouter ce qu'on m'enseignait. Pire qu'à l'école, je me disais non, mais ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être ça. Les enseignements de Jésus, pour moi, ça ne pouvait pas être ça. Et parce qu'en fait, je sentais ce côté j'enferme, ce côté je veux conditionner, ce côté je ne laisse pas le droit à la réflexion, et ce côté je vais amener la personne vers la culpabilité et vers les peurs. Et pour moi, ça ne pouvait pas être possible qu'un enseignement venu d'un maître comme Jésus puisse donner ça. C'était pas possible. Pour moi, il était venu pour nous libérer, pas pour nous enfermer. La religion, après, je pense qu'elle a dû aider et elle aide encore beaucoup de gens. Donc c'est pour ça, c'est mon opinion, c'est ma façon de le voir. En revanche, pour moi, heureusement que pour moi, il y a eu la spiritualité. Parce que ça, la spiritualité est venue à moi quand j'avais 30 ans. Et c'était une période où j'allais vraiment pas bien. Et elle m'a permis donc de sortir de beaucoup de choses. Parce qu'elle m'a amenée vers une autre compréhension. Une compréhension plus large, de façon à pouvoir admettre certaines choses que je n'arrivais pas à admettre, en m'amenant vers des connaissances que je n'avais pas, sur des vies antérieures probables, hein, sur des karmas probables, hein, que j'aurais pu avoir, et des choses à travailler par rapport à ça. Voilà. Alors là, ça m'a donné un sens à la vie, alors que la religion ne m'a jamais donné de sens à la vie. Je n'arrive pas à trouver le sens que la religion pourrait donner à ma vie. Après, je pense qu'effectivement, ça peut donner un sens à la vie de certaines personnes, mais moi, ça n'allait pas dans ma logique. Pas du tout. Donc, je suis tout à fait respectueuse de la religion, sauf qu'elle ne me convenait pas. Elle était beaucoup trop dans les règles et des cadres. Et comme je dis, moi, je n'entre pas dans les cadres et je n'entre pas dans les règles. Les cadres, je me cogne partout. Donc ça ne me va pas. Et du coup, la spiritualité était plus faite pour moi. Et notamment l'hindouisme me parlait énormément parce que ça m'a amené une compréhension par rapport aux vies antérieures. Je ne peux pas imaginer, la religion nous amène vers une vie unique. Imaginez le nombre d'humains qui naissent sur Terre aujourd'hui par jour, le nombre d'âmes qu'il y aurait, c'est aberrant. Alors je veux bien, l'univers est infini, on n'en connaît qu'une infime partie, on sait très peu de choses en somme, mais je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Et je ne vois pas comment on pourrait donner un sens à la vie, aux choses qu'on vient travailler sur Terre, si on n'associe pas d'autres vies. On ne peut pas, on vient ici pour régler des choses, on ne peut pas régler ça en une vie, ce n'est pas possible. Les expériences terrestres, ça reste des expériences que notre âme a choisi de vivre, des karmas, alors l'hindouisme, en hindouisme on parle de capital karmique ou de déficit, enfin bon, voilà, Bon, je pense qu'on a tous on est beaucoup déficitaires, hein, généralement, donc on vient réparer des choses, et notamment, surtout avant tout, réparer notre âme. Et on contracte, pour moi, des karmas à travers des histoires et des vies qu'on a vécues avec certaines âmes qui reviennent. C'est souvent les parents. On doit essayer de retrouver dans une vie une espèce de compréhension, pourquoi pas de pardon, mais surtout de lâcher prise et d'acceptation par rapport à ça, d'équilibre. Et je pense que tout est équilibre quelque part. On est obligé voilà, on saute beaucoup, enfin on ne saute pas justement, on redouble beaucoup. Donc du coup, on répète beaucoup dans les vies qu'on vient vivre les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'on comprenne. Et c'est là, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une période très intéressante de l'histoire de l'humanité, parce que c'est la première fois, je pense, en tout cas c'est dit, qu'avec les énergies qu'on reçoit aujourd'hui sur Terre, qui montent crescendo et de plus en plus vite, je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à une étape
où on peut ouvrir notre conscience et donc avoir conscience de là où on en est, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on vient faire, de qui on est, de où on doit aller. Mais tout ça dans la liberté, ce n'est pas imposé, c'est de la compréhension pour amener vers une autre philosophie, une autre façon de voir sa vie, pour lui donner un sens. Pourquoi les gens vont mal aujourd'hui? Parce qu'on n'aura pas donné de sens. Ils ne trouvent pas le sens à leur vie. Et si on regarde notre vie comme une vie unique, pour moi, elle n'a pas de sens.